Bonjour à toutes et à tous, et ravi d'être parmi vous au Havre cet après-midi pour partager ce retour d'expérience. Le Havre est pour moi une ville symbole parce que j'y ai pour ainsi dire débuté ma carrière dans les métiers de la gestion des déchets et des services à l'environnement. C'était il y a 20 ans et c'était précisément au Havre, à Sandouville, où Renault avait choisi cette usine pilote pour expérimenter un nouveau concept, celui de la gestion globale des déchets, c'est-à-dire en gros le cahier des charges, c'était inventer, nous, une usine sans déchets, avec éventuellement quelques sous-produits. Et je me souviens de ce que me disaient mes camarades qui me disaient « Mais en fait, Eric, tu vas quand même pas scier la branche sur laquelle on est tous assis. » Et puis d'autres qui me disaient en fait, tu bosses sur le projet qui n'existe pas ou qui ne verra jamais le jour. » En fait, nous avons effectivement mis 3 ans. Et au bout de 3 ans, nous avons imaginé ce concept, gagné le partenariat avec ce constructeur et déployé ce nouveau concept sur tous les sites européens et également chez d'autres constructeurs. Quelques années passent et je me retrouve à développer une autre filiale de ce groupe qui est dans les métiers du nettoyage et du multiservice, filiale de 10 000 personnes. Et là, le challenge était bien sûr faire développer l'entreprise, mais aussi tirer par le haut le métier du nettoyage qui était, il faut bien le dire, un peu sous-valorisé. Nous étions les pousseurs de balais dans cette entreprise. Et donc, donc nous avons mis en place progressivement un certain nombre de développements et d'innovations, et l'une d'entre elles consistait à aller sur des métiers plus techniques, notamment le nettoyage des cabines de peinture. Et là, j'ai une autre anecdote, puisque au bout de 2-3 essais infructueux, nous avons fini par gagner un gros contrat. Et nouveau, c'était à Sandouville au Havre. Et donc, là, finalement, je me souviens, comme si c'était hier, de la reprise du personnel, puisque dans les métiers du nettoyage, on reprend les personnels qui effectuent les prestations. Et donc, nous nous retrouvons en pleine nuit à visiter ce chantier avec 45 personnels nord-africains qui allaient réintégrer nos équipes. Et donc une anecdote, parce qu'au moment de la visite, je me suis fait interpeller par un dénommé Alexandre, qui me dit « Chef, regardez, venez avec nous, il faut voir comment on travaille ici. » Alors mes collègues me disent « Eric, on ne va pas perdre notre temps, sinon on va y passer la nuit. » Et puis, je ne sais pour quelle raison, je décide de suivre Alexandre. Et je pense que ce sont 2 heures qui ont compté pour moi, parce que je me suis rendu compte que, ces personnes, nous nous apprêtions à démarrer un contrat et les faire travailler dans des conditions qui n'étaient pas acceptables, en présence de produits cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, sans protection. Nous ne l'avions pas identifié lors de l'appel d'offres. De les envoyer dans des gaines en atmosphère non sécure, pareil, sans les équipements de protection. Puis on s'est rendu compte juste au cours de la visite qu'on avait aussi oublié de côté des équipements de protection THP à 1 000 € pièce. Et là, dilemme, que fait-on? Accepter de passer à côté d'un chantier de 2 millions d'euros au risque de ne plus y revenir? Si d'autres l'avaient fait pendant 10 ans, on aurait pu continuer à faire pareil. Eh bien non, j'ai pris la décision d'aller revoir le client et au risque de perdre ce contrat, de tout remettre à plat. Et nous avons effectivement, en quelques mois, quelques semaines, mis en sécurité l'ensemble des personnels. Revu l'ensemble des choses, et ça a été 3 succès. D'abord un succès pour bien sûr ces opérateurs qui sont trouvés en sécurité. Ça a été un succès pour notre client, parce que de 45 personnes, on est passé progressivement en 18 mois à 25 personnes, et que ça a été le début d'un formidable développement par rapport à l'exemplarité. Le client nous a confié d'autres contrats, et ça a participé au formidable développement de cette structure, où nous avons développé 110 millions d'euros de croissance organique dans ce métier très difficile du nettoyage et du nettoyage industriel. Alors, si je partage cela avec vous ce soir, c'est que j'ai acquis, grâce à ces retours d'expérience, 2 convictions. La première, c'est que quand on est sur le métier de l'innovation, il faut du temps. Alors, ça vous paraît évident, mais le temps, c'est parfois l'antithèse de ce que nous demandent des financiers qui ont un œil rivé sur les résultats du trimestre. Et donc, quand on voit d'un côté 3 ans et de l'autre côté du trimestre, il y a un écart.
Et la deuxième conviction encore plus forte, c'est que on ne peut rien faire aujourd'hui dans l'innovation si on ne met pas au centre l'exemplarité du dirigeant et ce que je vais qualifier du savoir-être du dirigeant. Et le savoir-être, c'est comme le partenariat avec un grand constructeur, ça ne se décrète pas, ça se construit. Et pour ma part, j'ai pris la décision de me former dans le cadre du master pour le développement du leadership éthique qui est dispensé par Recherche Évolution. C'est une formation pour cadres dirigeants de 3 ans, 30 jours par an, où on travaille sur soi, où on travaille sur la vision globale. Et c'est ce qui m'a donné envie, quelques années plus tard, de créer Incubéthique. Incubéthique, la vision, c'est d'être un intégrateur d'innovation éthique. Et je suis parti de ce qui me motivait moi, c'est-à-dire, bien sûr, l'ensemble des périmètres des services à l'environnement, mais ce qui me touchait particulièrement, c'était le sujet du dérèglement climatique. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux apporter avec mes outils, avec ma vision sur ces sujets? Le deuxième point qui me tenait à cœur, c'était la dignité des personnes. Je venais d'en parler. Et bien sûr, en lien avec ces perspectives de développement et d'innovation, comment mettre au cœur l'investissement pour participer à cette innovation et pour créer un monde meilleur, pour créer des nouveaux services qui soient porteurs de valeur par rapport à ces problématiques. Alors c'est comme ça qu'est né Incubéthique Invest. L'idée, c'est de réfléchir à ce nouveau paradigme et au cœur de l'investissement éthique, une question tout de suite qui émerge. Peut-on imaginer un investissement qui soit à la fois porteur d'éthique, et je vais revenir sur cette définition très vite, et qui en même temps soit rentable? Alors, d'abord, j'ai fait un constat. J'ai regardé ce qui se jouait dans le monde de la finance, et vous avez eu beaucoup d'illustrations aujourd'hui. Et je me suis rendu compte que vous avez d'un côté des très belles choses qui se passent autour de l'économie solidaire. C'est une économie de la réparation qui a d'énormes vertus. De l'autre côté, vous avez l'ISR. C'est comment finalement diminuer les externalités négatives. Bon, c'est faire moins mal, c'est aller chercher le meilleur de la finance, mais sans vraiment qu'on ait une définition claire. On en a parlé tout à l'heure. Et puis je me suis rendu compte que tout ça, c'était finalement très morcelé. Ça fonctionnait par silos. Il y a ceux qui s'occupent de l'investissement dans le nord-sud, ceux qui sont dans le côté. Quand vous voulez de l'investissement, on vous dit est-ce que c'est plus de 2 millions d'euros, sinon ça ne nous intéresse pas. Et puis vous avez un tas de fonds qui sont bien structurés, qui existent, mais finalement un fonctionnement en silo. Et par rapport à ça, une vraie question c'est, faut-il un fonctionnement en silo ou au contraire une vision globale qui réponde à toutes ces attentes? Et c'est cette vision que nous avons voulu développer chez Incubéthique Invest. Et quand on regarde les besoins, eh bien les besoins ne sont pas en silo aujourd'hui. Quand je prends les thèmes sur lesquels qui me passionnent, eh bien nous avons à la fois autour de l'énergie tout ce qui est problématique liée à la précarité énergétique, avec 4 à 5 millions de personnes aujourd'hui en France qui n'ont pas l'accès à l'énergie. Nous avons les problèmes dans le monde de l'impact du dérèglement climatique, avec 250 millions de personnes qui vont être des réfugiés climatiques. Que peut-on faire pour lutter contre ces sujets? Nous avons le problème de la déforestation qui engendre la sécheresse, qui elle-même engendre plus de monde dans les villes. Que peut-on faire? C'est un problème global. Et puis si je reviens en France, on a parlé de sécurité dans les entreprises, on nous dit qu'il faut travailler plus longtemps, jusqu'à 62 ans, peut-être demain jusqu'à 67 ans, et en même temps on a les troubles musculo-squelettiques qui sont 3/4 des affections qui vont diminuer l'aptitude des salariés, et qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Donc les besoins sont énormes. Donc le pari de l'éthique, c'est quoi? C'est d'abord de mettre au cœur 7 besoins fondamentaux de l'individu. Nous sommes partis de là. Tout être vivant, tout individu, qu'il vive en Europe, en France, en Asie ou en Afrique, il souhaite être en bonne santé, et ça intègre le plein potentiel de sa vitalité. Il souhaite être en sécurité, on en a parlé tout à l'heure. Il souhaite être respecté, et ça intègre le respect de la vie en général et de l'environnement au sens large. Il souhaite être dans une situation d'équilibre et de bien-être. Il souhaite être inclus.
il souhaite avoir accès à la connaissance, il souhaite se réaliser au travers d'un projet de qualité. Eh bien, le pari de l'éthique, c'est de mettre ces valeurs-là au centre, à la fois pour analyser les projets, à la fois pour regarder les porteurs de projets. Est-ce qu'ils sont porteurs de ces mêmes valeurs? Est-ce qu'ils souhaitent aussi impacter sur ces sujets? Et puis d'aller chercher des investisseurs de conviction. Des investisseurs de conviction eh bien, qui vont adhérer et qui vont souhaiter répondre positivement à cette dynamique. Alors, une fois qu'on a parlé du repère de l'éthique, il faut parler des outils, parce que, effectivement, c'est bien beau de dire je veux respecter ça, mais comment je m'y prends? Eh bien, nous sommes formés, comme je l'ai dit, à la qualité globale à dimension humaine. Alors, nous n'avons pas le temps cet après-midi de décrire complètement ce schéma. Donc, plutôt que de le décrire, je vais prendre un ou deux exemples. Nous intervenons aujourd'hui chez Incubétique sur une douzaine de sites industriels qui sont des unités de valorisation énergétique des déchets. Donc nous pourrions nous dire d'un point de vue technique sur la chaîne de valeur de ce qu'on va observer, ah tiens, j'ai trouvé une innovation technique, je vais gagner 3 points en rendement sur l'énergie. Super. Mais si je ne me préoccupe pas de l'émission au niveau de la cheminée et si je dégrade au niveau environnemental, je vais faire une énorme erreur. Et vous savez qu'il y en a eu dans ce domaine. Deuxième exemple, je vais pouvoir agir aussi à la frontière. Je vais regarder qu'est-ce qu'on impacte autour de l'incinérateur. Eh bien, autour, il y a quoi? Il y a un réseau de chaleur. Derrière le réseau de chaleur, eh bien, il y a des HLM. Eh bien, peut-être qu'en travaillant, en prenant une vision globale, en analysant tous les impacts positifs que nous allons pouvoir créer, nous allons repérer ce qui ne marche pas aujourd'hui et nous allons à la place détecter des capacités à agir pour prendre des décisions qui vont aller vers plus d'énergie redonnée à ce réseau de chaleur et derrière voir avec la collectivité s'il ne faut pas revoir le contrat pour justement permettre d'utiliser de l'énergie fatale au service de ces populations et peut-être ça sera, et nous allons y travailler, des réponses en termes de précarité énergétique. Et donc c'est prendre aussi les faits pour les générations futures. Donc cet outil, qui est un outil qui a été labellisé sous le label Éthique Évolution, qui est un label indépendant, nous permet d'avoir vraiment une vision large, globale. Et on parle de qualité globale à dimension humaine, et j'aurais même envie de dire, on peut parler de qualité globale à décision humaine. Parce que bien souvent, quand on analyse les non-qualités dans l'entreprise, on va se focaliser sur les process. Mais il faudrait aussi se focaliser sur qui est à l'origine, quel être humain est à l'origine de la décision qui nous a conduit à être aujourd'hui dans un système qui ne répond pas. Donc c'est tout ça que nous allons faire. Alors, le pari d'Incubétique Invest, c'est d'aller chercher des projets qui sont des réponses sur ces différents plans et de vous proposer un bouquet de projets dans lesquels nous allons investir. Donc ce sont des projets sur lesquels nous allons d'abord offrir un accompagnement et après, dans lesquels nous allons pouvoir investir à certaines conditions, entre 20 000 euros jusqu'à 200 et demain 300 000 euros. Et là, il ne s'agit pas de faire du ou, on ne va pas faire du saucisson ou du silo. Il s'agit de pouvoir répondre sur tous les plans de la santé, de l'éducation, de l'environnement, de l'énergie, de la mobilité, de la qualité de vie au sens large. Et donc, avec quelques exemples, eh bien, nous sommes capables aujourd'hui d'investir dans des projets comme celui qui va vous être présenté demain par Nicolas Métro. Comment faire de l'arbre, non pas une problématique, mais une ressource pour les populations. Quand Kinomé, en quelques années, arrive à mettre en place une filière pour, à partir de gomme d'acacia, remplacer un nutriment chez Danone pour en faire un nutriment naturel et que ça, en faisant cela, il fait vivre 100 000 personnes, eh bien c'est à la fois une bonne solution contre la déforestation, c'est aussi une très bonne solution pour ces populations dont il va accroître les revenus, et ça va également lutter contre la sécheresse demain. Donc ça, c'est un exemple. Un deuxième exemple, vous avez entendu peut-être à côté Caroline Sost parler de Living School. Eh bien, son projet, il est aujourd'hui mature. Elle a ouvert 5 classes. Elle a 100 familles en liste d'attente qui sont prêtes pour les nouvelles classes. Elle a en projet dans 2-3 ans d'ouvrir un collège. Eh bien, le fonds Incubétique Invest est prêt. Sa vocation, c'est d'accompagner ce type de projet qui demande des moyens dans le long terme.
Et puis, je vous parlais d'efficacité énergétique. Nous avons la chance aujourd'hui d'être en face de donneurs d'ordre qui travaillent à des projets. Nous avons parlé de transition énergétique. Nous sommes sur des sujets de transition énergétique, avec des retours qui sont parfois plus courts que ce qu'on imaginait. On a des projets aujourd'hui très valables contre un investissement de 2 millions d'euros. Nous pouvons générer des retours faciles. Et bien sûr, ça, techniquement, c'est faisable. Il faut le construire, bien sûr, avec toutes les parties prenantes. Et en plus, si on élargit le débat, nous allons pouvoir créer une valeur complémentaire pour les populations. Quatrième exemple, je parlais des TMS. Eh bien, nous avons parmi nos partenaires une entreprise qui a développé des réponses innovantes pour lutter contre les TMS. Ces moyens ont fait leurs preuves déjà. Il souhaite maintenant entrer dans le monde de l'entreprise. Pour ça, il a besoin de moyens. Pareil, nous l'accompagnons en vue de ses perspectives. Alors, répondre à la question « Peut-on être éthique et rentable ?» C'est le nouveau paradigme que nous nous proposons de construire ensemble. Alors bien sûr, nous allons utiliser l'outil d'analyse qualité globale à dimension humaine pour identifier les projets qui sont le plus porteurs de valeur. Et après, nous n'oublions pas, nous venons du monde de l'industrie, nous avons délivré des projets, nous savons parler de return of, de ROI. Et bien sûr, nous allons prendre tout cela en considération, mais nous allons surtout attendre que les projets soient matures et nous allons investir lorsque les modèles auront fait la démonstration qu'ils répondent à la fois en termes de positionnement éthique et à la fois en termes de solidité économique. Et là, à ce moment-là, nous allons être sûrs qu'on va pouvoir enclencher une dynamique vertueuse d'investissement avec des retours à 7 ans, à 8 ans ou à plus. Et donc, si les projets ont montré qu'ils ont un potentiel éthique important, mais qui ne sont encore pas tout à fait rentables, on va y travailler, on va les accompagner. Pareil, certains projets éthiques sont rentables, mais il leur manque quelques points sur l'éthique, et là encore, on va les accompagner. Donc c'est ça la démarche que nous proposons. Alors, tout ça conduit à un nouvel équilibre pour les parties prenantes sur le fond. D'abord, je vous ai parlé du système en silo. Eh bien, vous voyez les valeurs que nous proposons de réunir pour faire une réussite de ce projet. Nous avons d'abord besoin de confiance. Nous avons besoin de confiance entre, d'une part, les investisseurs qui souhaitent donner du sens à leur investissement, mais qui souhaitent connaître dans quel projet va être investi leur argent. Et les porteurs de projets, pareil, ils souhaitent voir qu'est-ce qu'on attend d'eux à 5 ans, à 7 ans. Est-ce qu'on attend des rendements tels qu'ils ne pourront pas délivrer? Donc il y a un équilibre qui se fait. Incubetic, sa vocation, c'est de réunir finalement cette capacité d'investissement au service de ces projets. Puis après, il y a des notions de durée. Bien, effectivement, j'en ai parlé, la durée, c'est essentiel. Donc on va plutôt chercher des investisseurs de conviction qui vont nous accompagner dans la durée. Et puis il y a la prise de risque. C'est pour ça qu'on a un bouquet de projets. Parce que c'est plus facile sur un bouquet de projets, même si on a 1 ou 2 sur 10 qui ne délivrent pas exactement dans les 3 ans, dans les 5 ans ce qu'on attend d'eux, eh bien les autres compensent. Et puis la rentabilité, c'est pareil. Nous avons des projets qui sont très rentables, très sûrs, parce qu'on sait ce que délivre un ORC dans le domaine de l'énergie et à quel est-ce qu'il est amorti en 5 ans, en 7 ans ou en 8 ans. D'autres projets, c'est plus difficile. Mais c'est justement de marier ces projets pour avoir une rentabilité qui soit moyenne, qui soit suivie. Et puis il y a le sujet de la liquidité. Et là encore, le fait d'avoir des projets qui délivrent plus vite que d'autres va permettre de compenser ces attentes légitimes des investisseurs qui nous posent la question: est-ce que je vais pouvoir sortir de ce fonds ou de ce véhicule d'investissement et à quel moment? Alors notre stratégie, c'est finalement assez simple, c'est de monter les marches, de trouver ces investisseurs de conviction qui sont d'abord les particuliers. Les gens qui disent « je veux me mettre en route et participer à ces projets », dans l'école, dans les projets de Kinomé, dans le projet de l'efficacité énergétique. C'est d'aller chercher des family office, il en reste en France, ce qui paraît, qui peuvent investir et aider ces projets. C'est après utiliser tous les nouveaux leviers du financement participatif qui vont voir le jour et qui vont trouver un cadre réglementaire dans les semaines qui viennent. Et c'est bien sûr s'appuyer aussi sur des partenariats
des partenariats avec des banques, avec des institutionnels, avec des fonds structurés, qui sont prêts et qui seront prêts à venir à partir du moment où nous aurons délivré les premiers résultats et nous discutons avec énormément de partenaires en ce moment. Alors, un challenge pour les 20 ans à venir. Ben d'abord, j'ai envie de dire, la bonne nouvelle, c'est que les projets sont là. Il y en a énormément. J'ai trouvé énormément de porteurs de projets qui m'ont dit « Eric, on a besoin de ça. Il manque aujourd'hui de véhicules qui investissent entre 50 000 € et 200 000 €. Les gros fonds ne s'en occupent pas. Les business angels, ben, il en existe, mais il y a plus de projets que d'investisseurs. Donc, les projets sont là. À nous de les qualifier, de les accompagner pour les faire mûrir. L'argent existe, il en existe même plus qu'on pense. C'est peut-être plus facile aujourd'hui d'aller chercher 2 millions d'euros que 50 000 €. Donc c'est un nouveau courant d'investissement que nous souhaitons construire demain ensemble, un challenge pour les 20 ans à venir. Donc je vous donne rendez-vous dans 20 ans. Et puis moi, je vais parler d'ouverture du cœur et de savoir-être au départ. J'ai un autre challenge aujourd'hui, c'est que je fête mes 20 ans de mariage, donc je voudrais y associer mon épouse et lui donner rendez-vous dans 20 ans également. Merci à vous et à bientôt. Eric Allemand, merci.